se dérouler en deux temps. La première partie, Mes Corbeilles, présentée par Vincent Loubière avec le témoignage de Monsieur Audouin, qui est un industriel. Alors, je le dis toujours de Poitou-Charentes, mais maintenant on doit dire de Nouvelle-Aquitaine, et en tout cas du nord des Deux-Sèvres, hein, puisque je crois que votre entreprise est implantée à Thouars, Exactement, exactement. donc qui est une entreprise qui est à la fois présente dans la filière mécanique, dans la plasturgie, et donc qui a des activités assez, assez diversifiées. Nous parlerez de cela tout à l'heure. Et puis, donc, en tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner. Donc, vous n'êtes pas breton, donc vous êtes complètement neutre par rapport au débat régional, ce qui est un atout supplémentaire, Mais je suis conforte là avec encore plaisir. votre témoignage. Et la deuxième partie, donc, qui sera animée par Françoise Restif, présentera le dispositif Relocalisons, puisque lorsqu'on a fait le choix, c'est assez logique, hein, lorsqu'on a fait le choix donc de sous-traiter ou d'acheter, il faut trouver un fournisseur, et le fournisseur, on peut le chercher à différents endroits. Et donc, la région a lancé une opération Relocalisons avec l'agence de développement pardon, régionale BDI. Et donc, Françoise Restif nous présentera le plan régional d'action en faveur de la relocalisation des achats. Bien, je vois qu'il est déjà 9h07. Si on ne veut pas trop déraper, je vous propose, Monsieur Loubière, de commencer. Ok, alors, bonjour à tous, je vais prendre la présentation. Vous voyez bien mon slide, mes corbeilles, décision stratégique? Oui, Oui, c'est bon. Attendez, moi, je vais couper le mien, puis je le remettrai. Je vais couper le mien. Tac. Ok, alors, j'ai une demi-heure à peu près, une petite demi-heure pour vous présenter euh, l'opération, en tout cas les choix stratégiques de faire soi-même ou d'acheter ou de sous-traiter. J'ai choisi de vous présenter ça sous forme de 3 clés essentielles qui sont un petit peu les passages obligés auxquels et les questions qu'il faut se poser pour avoir le maximum d'éléments pour pouvoir bien choisir. Alors, dans un premier temps, je voulais d'abord remercier Brestfab de me solliciter pour ce webinaire. Merci à Pierre Dessay qui a piloté l'organisation, ainsi que l'organisation Chambre de commerce. Je voulais remercier aussi Antoine Audouin, directeur général du groupe Apsis Industrie, qui a accepté de témoigner, avec qui je travaille depuis quelques mois et sur des sujets de pilotage de la marge. Un mot sur moi, donc je suis j'ai un cabinet qui s'appelle Pour Décider et je travaille sur le pilotage de la marge chez mes clients depuis une quinzaine d'années. Alors, effectivement, faire une décision stratégique pour l'entreprise, l'objectif, c'est vous de présenter les clés de ces choix, de se poser les bonnes questions dans un contexte aujourd'hui de relocalisation des achats, question importante, chère à la région Bretagne et qui prend tout son sens aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? 3 clés importantes, 3 passages importants, 3 types de questions à se poser. La première chose, ça concerne les ressources et les capacités internes, bien entendu, de l'entreprise. Pour savoir si on fait ou on fait faire, il faut se poser des questions sur ses propres capacités à faire et ses savoir-faire. On va aller détailler ça tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'outils que je vous présenterai. Le deuxième point important, bien entendu, c'est les éléments de coût et de coût qui permettent d'avoir, en tout cas, d'aider à décider pour être certain qu'on a un choix pertinent dans le choix qu'on fait de sous-traiter ou de ne pas sous-traiter. Et c'est dans ce paragraphe-là que Antoine pourra intervenir notamment. En tout cas, je lui demanderai quelques témoignages et il a, je pense, pas mal de choses à vous dire sur le sujet. Et enfin, on parlera de stratégie de compétitivité parce que, bien entendu, ce choix relève de la stratégie de chaque entreprise. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix en termes de sous-traitance. Tout dépend du contexte. Ça s'est barré.
Il y a un micro qui est resté ouvert. Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Et donc, je conclurai avec un mémo qui résume un petit peu le processus général de décision de make or buy. Donc, c'est aussi des éléments que vous aurez de façon très, très concrète pour être sûr de scanner un petit peu l'ensemble des questions qui se posent à ce moment-là de vos choix, de l'entreprise. Alors, les ressources et capacités internes. Bien entendu, l'entreprise qui souhaite faire elle-même, alors vous voyez que la slide, je partageais mes slides toujours en deux, avec un côté make et un côté buy. Hein. Donc, vous avez compris que d'un côté, on parle un petit peu des questions qui fait qu'on va plutôt faire, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on fait faire. Alors, quand on fait soi-même, bien entendu, il faut qu'on regarde si les ressources, on possède les ressources humaines et matérielles disponibles pour pouvoir faire. Bien entendu, de détenir les compétences techniques pour faire, que ses propres capacités ne sont pas surchargées, parce qu'on peut avoir des moments de l'entreprise où on sait faire, mais on n'a pas la place de faire, hein, et le client peut avoir une exigence de délai particulière. Et bien entendu, quand on fait soi-même, c'est qu'on veut conserver une certaine en tout cas des processus critiques en interne, et qu'on souhaite conserver son savoir-faire sur telle ou telle fabrication ou tel achat. Alors, en sous-traitance, je sous-traite pourquoi? Ben, je sous-traite parce que je ne sais pas faire. Ça peut être ça. Je n'ai pas la compétence interne. Ça peut être aussi parce que je n'ai pas la capacité à faire. Ça, je n'ai pas ni le personnel ni la capacité outillée pour faire. Ça peut être aussi parce que ma charge actuellement est forte, et donc je suis, pour obéir au délai du client, je suis un petit peu poussé à faire appel à un sous-traitant parce que je n'ai pas la place de fabriquer moi-même. Ou ça peut être également un choix de compétition, en tout cas pour être plus compétitif, parce qu'il peut s'avérer faire faire par un sous-traitant permettrait avoir un prix plus attractif pour le client. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les aspects capacité, expertise. Ensuite, bien entendu, vont se poser les questions de flexibilité et de délai de production. Alors, les questions là-dessus se posent de deux façons. On a la première façon de voir les choses, qui est de dire ben, je préfère conserver, contrôler mes délais, contrôler ma qualité, et donc ne conserver que pour soi les fabrications qui ont une dimension stratégique. Bien entendu, la question, et je dirais pas simplement lorsque la question se pose d'une commande client, mais d'une façon générale, il faut se poser la question en interne de savoir si vos capacités vous permettent de répondre aux fluctuations de la demande. Est-ce que votre planification de production est un petit peu, je dirais, au fil de l'eau, et se fait au fur et à mesure où le carnet de commandes se remplit? Ou est-ce qu'on planifie un petit peu ce que j'appelle en pointillé, c'est-à-dire que je ménage un certain nombre de plages de disponibilité pour pouvoir répondre sur des process critiques chez moi par rapport à des affaires entrantes qui sont bien entendu pas prévisibles, en tout cas qui peuvent arriver comme ça à l'improviste, et avec des exigences de délai client importants. Alors, si je veux sous-traiter, eh ben, je dois m'assurer d'un certain nombre de points importants sur mon sous-traitant. Bien entendu, est-ce que je suis certain de son engagement en délai, bien entendu, et en fiabilité sur mon sous-traitant? Est-ce qu'il est proche de chez moi? Est-ce que j'ai une relation directe et personnalisée avec lui? Autrement dit, les relations, en tout cas les problématiques qui pourraient se poser, sont beaucoup plus faciles à résoudre si c'est quelqu'un que je connais bien, chez qui je peux me rendre, en tout cas que je peux appeler ou que je peux rencontrer physiquement, que si c'est un sous-traitant ou un fournisseur qui va se situer dans un autre pays, voire à l'autre bout de la planète, quoi, hein. Voilà, donc d'où l'importance un petit peu de cette notion de proximité avec mes sous-traitants et avec mes fournisseurs. Alors, comment je fais pour mieux connaître mon sous-traitant? Alors, il existe un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, en 2024, il y a bien entendu des outils assez efficaces qui permettent d'aller cerner qui fait quoi avec quel degré de fiabilité.
Bien entendu, mon fournisseur, pour trouver un fournisseur de proximité, aujourd'hui, vous avez tout simplement des outils type Google Maps, hein, où vous allez pouvoir rentrer, faire une recherche sur Google en disant je cherche par exemple un fournisseur de tôle d'acier dans dans un rayon de 200 km autour de chez moi. Vous cliquez, vous validez et vous avez l'ensemble des gens qui fournissent tel et tel produit à côté de chez vous. Voilà. Avec la fiabilité que peut amener Google, bien, on n'est pas sur du 100%, mais bien entendu, ça vous permet d'avoir un premier ciblage qui vous permet d'aller poursuivre ensuite l'exploration de cette entreprise, de ce fournisseur, de ce sous-traitant potentiel, avec des outils du type Papers, hein, qui est un outil gratuit qui vous permet d'explorer un petit peu les éléments financiers, économiques, historiques d'entreprise, etc., de votre fournisseur. Il y a d'autres outils qui existent, hein, Société.com est l'un des plus anciens. Pour avoir des informations un peu plus détaillées, je crois qu'il est aujourd'hui payant sur certains points, comme par exemple CreditSafe, qui est également payant, mais qui est assez exhaustif sur les informations qu'on peut trouver sur telle ou telle entreprise. Sur la flexibilité ou sur les habitudes de travail des fournisseurs et des entreprises, bien entendu, on peut compléter ça avec des recherches Google, tout simplement, ou du réseau social professionnel type LinkedIn. Quand on identifie un fournisseur et qu'on va sur, par exemple, LinkedIn, on trouve un certain nombre de personnes qui travaillent dans cette entreprise avec des publications, avec des gens qui parlent de ce qu'ils font. Et donc, on maille un réseau qui nous permet d'avoir de l'information très ciblée sur cette entreprise. Donc, identifier des fournisseurs locaux et fiables, c'est relativement simple aujourd'hui. Vous disposez des outils pour une large part gratuit sur le web pour arriver à vos fins. Alors, on va rentrer maintenant dans le sujet des coûts et de l'efficacité économique. Alors, bien entendu, ici, je vais attirer votre attention sur la différence de nature de coûts que vous avez lorsque vous analysez vos coûts mis en jeu quand vous faites vous-même ou quand vous sous-traitez. En gros, il y a deux grosses natures de coûts, hein, les coûts que vous allez engager et payer à la fin du mois parce que vous réalisez ce travail ou parce que vous sous-traitez. Et il y a un certain nombre de coûts qui sont à payer, que vous engagiez une affaire ou pas. Alors, dans les fameuses, on parle beaucoup de TCO, hein, de coûts de possession aujourd'hui dans le calcul des coûts de sous-traitance, par exemple. Dans ces coûts-là, il y a une certaine partie de ces coûts qui est en partie indiscernable parce qu'en fait, vous allez avoir, par exemple, du temps passé. On va prendre l'hypothèse où vous sous-traitez, vous trouvez un sous-traitant en Pologne ou en Tunisie ou en Chine. Vont se poser des questions de douane, de coût d'export. Donc là, c'est du coût variable, du coût direct. C'est bien un chèque que vous allez faire à la fin du mois parce que vous avez décidé de travailler avec ce fournisseur. Mais vous allez aussi avoir vos acheteurs, par exemple, ou vous-même, ou un commercial, ou quelqu'un de l'entreprise qui va passer beaucoup plus de temps en interférence avec ce fournisseur parce qu'il y a un problème de langue, parce qu'il y a un problème de connexion, on ne se connaît pas bien, on ne se comprend pas bien. Et là où on va passer 2, 3 heures, 4 heures dans la semaine avec un fournisseur classique, là, on va passer peut-être 10 heures, 12 heures, 15 heures. Donc, on peut estimer ça comme un coût supplémentaire, mais en fait, ça ne sera pas un coût direct pour l'entreprise, puisque vous allez payer votre acheteur, votre commercial de la même façon à la fin du mois, c'est un coût fixe, ça ne vous coûtera pas plus cher, sauf que votre personne qui sera concernée par ce dossier en interne n'aura plus de temps à consacrer sur d'autres sujets. Donc, c'est un coût indirect, mais qui n'est pas mesurable en euros de façon très claire, comme on peut mesurer un coût de transport ou un coût d'achat, le paiement d'une facture de sous-traitant. Alors, si je reviens sur la slide que vous avez sous les yeux, du côté make, bien entendu, vous maîtrisez vos coûts, la clarté des coûts variables à ce que vous allez engager sont clairs. Vous connaissez vos coûts matières, vos emballages, vos transports, vos prestations éventuelles, vous prenez éventuellement de l'intérim ou pas, etc. Vous avez l'identification des coûts qui sont alloués à ce que vous allez mettre en œuvre, un certain nombre d'heures machines ou d'heures de main-d'œuvre directe. Et de l'autre côté, ce que vous pouvez identifier de façon claire, c'est une facture de sous-traitant, une facture de transport, éventuellement des coûts de douane et des coûts qui sont liés au risque, mais qui sont beaucoup plus difficiles à identifier,
Alors, il y a des entreprises de taille importante qui ont des services particuliers qui vont consacrer beaucoup de temps et d'énergie à estimer ces coûts-là. La petite entreprise, au sens pragmatique, a peut-être moins de temps et avant de rentrer dans une approche un peu usine à gaz pour aller identifier combien va me coûter un surstockage matière, combien va me coûter du temps passé avec un fournisseur, etc. Je préconise de rester assez pragmatique et d'aller chiffrer plutôt du coût qu'on identifie bien et donc de différencier ces coûts réellement engagés, variables, liés à l'activité qui va être soit faite, soit sous-traitée, à la différencier de ces coûts fixes. Alors, pour faire cette différenciation, il y a des petits simulateurs qui sont relativement simples, comme celui que je vous présente sur un petit modèle Excel, où vous allez identifier, par exemple, cette affaire-là, très clairement. En tête, vous voyez en haut, il y a un numéro de dossier. On a un client qui s'appelle Monsieur Dupont. On travaille dans un secteur. On a une activité interne qui est là, en l'occurrence, de la découpe. Et on a un prix de vente. On vend cette affaire-là à 8 900 €. On a un certain nombre de coûts variables qu'on identifie quand on fait soi-même. On achète de la matière pour 2 500 €. On a de l'emballage, on a éventuellement un petit peu de perte matière. On a d'autres coûts variables par rapport à cette activité. On engage des heures de fabrication, ce qui va permettre de chiffrer une valorisation de main-d'œuvre, par exemple. Et on va avoir une contribution, une marge contributive résultante, ici qui est égale à 3 200 €, qui va vous permettre de payer vos frais généraux et former votre résultat. Alors, dans ce type de choix, ce que je préconise, c'est d'avoir un certain nombre d'indicateurs réduits en nombre. Là, en l'occurrence, il y en a 3, ce que j'appelle des KPI. Simplifier la démarche pour avoir assez peu d'indicateurs à regarder pour pouvoir décider. Donc, quels sont les indicateurs que vous avez sous les yeux ici? Le premier, c'est qu'on a un niveau de marge généré. Si je vends à mon client 8 900 €, compte tenu de mes engagements de ressources internes en termes d'achat matière, de personnel, d'heures de production, etc., je vais dégager une marge de 3 200 €. Cette marge représente 36% de mon chiffre d'affaires. C'est un taux de marge. Deuxième indicateur. Troisième indicateur, cette valeur générée va être générée en un certain nombre d'heures, ici 90 heures, qui va me permettre de calculer un troisième ratio que vous voyez en bas, qui est égal à 0,83 en l'occurrence, et qui va vous montrer effectivement si la valeur générée est proportionnelle aux heures que j'ai engagées là-dedans. En général, en gros, sur un indicateur comme ça qui va être inférieur à 1, ça montre que la valeur générée est insuffisante par rapport aux heures engagées. Et donc, c'est un élément qui permet de mettre en balance ce choix en se disant est-ce que ça vaut le coup d'être fait ou pas, en sachant que tout dépend du contexte. Est-ce que mes lignes de production sont bien occupées ou pas en ce moment? Je vais passer sur la deuxième slide qui est sous-traitant. Je passerai ensuite la parole à Antoine qui aura peut-être 2-3 éléments à ajouter sur cette réflexion coût et sur les choix à faire. Alors, juste sur cette même affaire, là, je suis sur un simulateur qui me dit je vais le faire. Tiens, je vais simuler les choses en sous-traitant. C'est la même chose. Alors, en sous-traitant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je peux peut-être être un peu plus compétitif. Vous voyez que j'ai baissé mon prix. Ça me permet d'investir des marchés peut-être que je n'avais pas avant. Alors, j'ai une grosse facture de sous-traitant à 5 900 €. J'ai aussi un petit peu d'emballage en interne. J'ai quelques heures parce que je réceptionne de la matière, je réceptionne des produits de mon sous-traitant, donc j'ai un peu de main-d'œuvre. J'ai une marge qui est inférieure, 2 fois moindre. Donc, finalement, en travaillant peu, je génère quand même une marge avec un ratio de marge qui est inférieur. J'ai un ratio qui est bien meilleur, mais dans ce contexte-là, je n'ai pas occupé mes lignes de production. Donc, j'ai un vrai choix. Est-ce que je regarde ma marge? Je ne travaille pas moi-même, mais je génère quand même une marge positive, une marge contributive. Mais si mes capacités ne sont pas très occupées, je n'ai pas occupé mes lignes et peut-être que j'aurais mieux fait de ne pas sous-traiter. En tout cas, j'ai mes éléments de décision. Alors, Antoine, est-ce que je peux te laisser la parole sur ce point-là? Est-ce que tu veux qu'on revienne sur la première slide peut-être? Merci Vincent. Oui, oui, tu peux effectivement revenir sur la première slide si tu le souhaites. Bonjour à tous. Donc je suis effectivement Antoine Audouin, je suis des Deux-Sèvres et je suis directeur général du groupe Apsys Industrie, donc sous-traitant industriel en métallurgie et plasturgie,
3 sociétés, donc 2 sociétés effectivement à Thouars en Deux-Sèvres et une société qui se trouve en Tunisie. Mes problématiques avant de rencontrer Vincent, problématiques de rentabilité, voilà, assez globales d'entreprise, et problématiques de maîtrise ou de confiance dans les outils que j'avais en ma possession pour réaliser nos chiffrages avec l'équipe commerciale, pour réaliser nos analyses rentabilité sur les productions réalisées. Tous nos outils de chiffrage, historiquement, étaient basés sur des notions de taux horaire. Là, vous avez vu que Vincent ne vous a pas encore parlé de taux horaire parce qu'il n'en parlera pas. Et difficulté, effectivement, à maîtriser ma marge lors de sous-traitance. Alors moi, mon besoin en sous-traitance, étant moi-même sous-traitant, il va être uniquement sur des notions de surcapacité. Je suis sur une surcapacité, sur une surcharge d'activité, et je peux avoir besoin de sous-traiter une activité qui est similaire à la mienne. Donc à partir de là, rencontre avec Vincent, on dégrossit effectivement mes problématiques et on change effectivement complètement de langage en interne, puisqu'aujourd'hui, on fait un travail sur nos frais fixes, donc un gros travail d'analyse des frais fixes, un travail effectivement intégré dans la méthodologie effectivement mise en place par Vincent sur la gestion d'heures de mes productifs, voilà, mes salariés. On arrive à une finalité qui est une simplification importante de la méthodologie entre la méthodologie passée et la méthodologie actuelle, avec aujourd'hui, comme vous le disait Vincent, un nombre d'indicateurs extrêmement limité. Aujourd'hui, tout ce travail qu'a fait Vincent a exprimé quelques mois, ça a duré 1 an, tu m'as accompagné pendant un peu plus d'1 an, Vincent, depuis début 2023, avec effectivement aujourd'hui une vraie conviction que l'outil qui est en place aujourd'hui nous permet de prendre des décisions effectivement bien plus claires et bien plus faciles lors de la réalisation des chiffrages par l'équipe commerciale, mais également au moment de se poser des questions sur une forte activité, la sous-traitance, on y fait appel, rentable, pas rentable. Comme le disait Vincent, aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Entre faire fabriquer en interne ou faire fabriquer par un sous-traitant, il n'y a pas de mauvais choix. Ça dépend uniquement de la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce que c'est une problématique économique? Est-ce que c'est une problématique de charge? Est-ce que c'est une problématique de compétences humaines? Voilà, tout ça, aujourd'hui, les outils et la méthodologie qui a été mise en place nous permet, enfin en tout cas me permet aujourd'hui, ainsi qu'à l'équipe commerciale. Aujourd'hui, je vous rassure, les tableaux qui sont sous vos yeux sont extrêmement faciles à comprendre quand on les utilise au quotidien, nous permettent de prendre des décisions rapidement, efficacement, et surtout aujourd'hui d'avoir une notion de maîtrise de ce qu'est toute, je dirais, vocation d'entreprise, c'est de dégager de la marge. Et aujourd'hui, la marge, elle est bien simple à comprendre. Elle commence à rentrer effectivement de manière positive dans l'entreprise et elle le sera à la fin d'un bilan annuel quand l'intégralité des frais fixes auront été couverts. Et ça, aujourd'hui, la maîtrise est réellement palpable et c'est du concret. On est concrètement sur des sujets, sur des sujets de couverture de frais fixes, de couverture d'heures de mon personnel productif. Le fameux ratio que vous présentez, Vincent, sur le ratio frais fixes sur heure, avec un suivi effectivement permanent de l'analyse des productions, qui permet, je dirais quasiment à l'instant T aujourd'hui, et qui me permet à l'instant T de savoir où est-ce que j'en suis, au fur et à mesure de mon année, sur la couverture de mes frais fixes, sur la proportion par rapport à mes heures, qui sont finalement ni plus ni moins que de la masse salariale. Et à travers tout ça, je vais intégrer effectivement, en fonction de mon activité,
la notion de sous-traitance, le besoin. Je ne vais pas revenir sur les informations qu'a pu communiquer Vincent sur toute la sélection des fournisseurs, mais aujourd'hui, en tout cas, une vraie maîtrise sur le besoin de sous-traitance. Le besoin de sous-traitance. Le travail initialement était sur un de mes métiers, la métallurgie, sur lequel je rencontrais des vraies problématiques de rentabilité. Donc Vincent m'a accompagné pour commencer sur cette structure. Et puis convaincu de la méthode, j'ai déployé sur les 2 autres sociétés avec Vincent. Voilà, aujourd'hui convaincu de la méthode, convaincu de la simplicité des outils à travers, je le répète, mes 2-3 indicateurs pertinents qui sont compris par l'ensemble de mes équipes qui utilisent ces outils. Et aujourd'hui, une vraie satisfaction dans la façon de travailler. Ça permet effectivement de se poser des questions sur d'autres problèmes et ceux-là sont, à mes yeux, en partie grandement résolus. Merci Antoine pour ton Merci. témoignage. En fait, Merci. Pardon de vous couper, Vincent. Je reviens sur. Nous avons une question dans le chat. Oui, vous redéfinir le ratio 3 qui n'est pas forcément bien compris. Vous venez de l'évoquer, monsieur. Donc, c'est le ratio frais Frais fixe fixe sur... sur heure, oui. Exactement. C'est-à-dire que dans la méthodologie, on parle de frais fixes, c'est-à-dire que chaque entreprise a des frais fixes à couvrir de manière annuelle. C'est un travail qui se fait, hein, c'est-à-dire que ça fait partie du démarrage de la méthode déployée par Vincent. Et une fois qu'on l'a fait, on l'a fait pour l'année. C'est-à-dire que cette évaluation des frais fixes est faite une fois pour toutes. Et là, vous voyez, j'arrive en fin d'année, j'arrive en fin de bilan. Je vais entamer la démarche de redéfinir mes frais fixes pour l'année 2025. Donc, une fois qu'on a défini son volume de frais fixes à couvrir, on définit également son nombre d'heures. Le nombre d'heures, il est facile, c'est le nombre d'heures de mes salariés productifs. Quand je fais le cumul de mes heures de mes salariés, voilà, j'obtiens un nombre d'heures annuel à couvrir. Donc, j'ai deux chiffres à couvrir sur mes années en termes d'objectifs. La couverture de mes frais fixes et la couverture de mes heures productives. Et effectivement, le ratio, c'est celui-ci. Comme le dit Vincent, dans l'exemple qui est montré, on a 0,83, ce qui veut dire que l'exemple qui a été présenté par Vincent couvre plus d'heures que de frais fixes. Donc, ce qui veut dire que voilà, il y a une espèce de non-adéquation si l'objectif il est d'atteindre une égalité, ce qui est la volonté, hein, de couvrir au même rythme la couverture des frais fixes que la couverture des heures de mes productifs. Et effectivement, là va se poser la question de la sous-traitance. La sous-traitance aura un impact non pas forcément sur la couverture des frais fixes, quoique, il faut se poser la question, mais en tout cas, elle aura un vrai impact sur la couverture des heures des salariés productifs. En Bien, fait, merci. sur le complément, parce qu'on voit ici dans l'approche sous-traitée, on a un ratio qui est bien supérieur à 1, parce qu'en fait, on a très peu d'heures engagées. En fait, sur ce ratio-là, c'est juste aller diviser une vitesse de couverture des frais fixes par rapport à une vitesse de couverture des heures. Et on se rend compte effectivement si on est étal ou pas. Donc, le bon ratio, c'est celui qui est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'on génère assez de marge par rapport à ce qu'on a engagé en heures. Si le ratio est inférieur à 1, on dégage trop peu de marge par rapport aux engagements d'heures, en sachant qu'il n'y a pas de bon, pas bon, hein, c'est à chaque fois mettre une réflexion par rapport à ce qu'on a dans les tuyaux, par rapport à ce qu'on fait comme type de fabrication. On peut avoir, et tu pourras me confirmer, Antoine, certains ratios inférieurs à 1 où on exécute quand même l'affaire. Et puis, il y a des fois où les ratios sont très bons, mais pour autant, on ne prend pas l'affaire parce que ce n'est pas assez cher ou ça ne génère pas assez de marge. Ça arrive chez toi, Antoine. Totalement, non, totalement. Après, encore une fois, on est vraiment sur des choix stratégiques commerciaux. Et effectivement, on prend parfois des affaires parce qu'il y a une réelle opportunité à prendre certaines affaires avec un ratio frais fixe sur heure qui n'est pas à l'objectif. Maintenant, là où il faut faire attention, et la méthode aujourd'hui permet vraiment d'identifier cette problématique, c'est quand effectivement on se retrouve à couvrir bien plus vite nos volumes d'heures de nos productifs par rapport à nos frais fixes. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à la fin d'année à avoir fait appel à du personnel intérim, à de l'embauche non prévue, parce que finalement, on a des besoins capacitaires humains supérieurs.
à une couverture de nos frais fixes qui ne va pas suffisamment vite. Et donc cet outil, voilà, permet ça, et ce qui permet que parfois on peut se retrouver en fin d'année avec un bilan qui n'est pas satisfaisant. On a le sentiment d'avoir bien travaillé, on a le sentiment d'avoir fait un chiffre d'affaires supérieur aux années passées, mais finalement, quand on regarde en détail, ce qui a pu coûter cher et ce qu'on n'a peut-être pas su maîtriser, c'est la masse salariale, parce qu'on a fait on a fait appel éventuellement à du personnel externe ou autre, qui est venu effectivement dégrader de manière, si on le prend à l'échelle annuelle, le ratio frais fixes sur heure. Donc voilà, donc là, à ce niveau-là, effectivement, la sous-traitance peut avoir un intérêt à certains moments, hein. Vincent a exprimé plusieurs leviers qui permettent d'utiliser, de se poser la question d'utiliser la sous-traitance. La notion aussi parfois de dire je ne veux pas faire appel à du personnel externe parce que ça a un certain coût et je vais plutôt sous-traiter cette prestation qu'éventuellement je maîtrise, quitte effectivement à réduire ma couverture de contribution, ma couverture de frais fixes, voilà, peut être aussi analysé. En tout cas, voilà, la finalité, c'est les outils aujourd'hui permettent cela, ce que j'étais totalement incapable de faire auparavant. Merci Antoine pour ce témoignage. Peut-être poursuivre, Oui, parce que poursuivez rapidement, s'il vous plaît, parce que là, le temps tourne, oui. ouais, le temps tourne, effectivement. Sur le coût, pour finir sur le coût et l'efficacité économique, bien entendu, quand je fais, je m'assure que je n'ai pas de dépendance vis-à-vis d'un tiers. Je connais mon empreinte environnementale, ma démarche RSE à laquelle j'adhère, la durabilité. Lorsque je fais faire, il faut que j'évalue l'ensemble de ces risques chez mon sous-traitant. Risque de dépendance, hein, voilà, je peux dépendre de lui parce que j'ai plus d'appro, j'ai un gros problème qualité. Je peux avoir des risques financiers qui sont liés à l'externalisation, des pénalités, des coûts de douane, des choses comme ça. Est-ce que mon sous-traitant est bien une empreinte environnementale acceptable? Est-ce qu'il est conforme par rapport aux normes RSE? Est-ce qu'il est aligné avec mes attentes en termes de durabilité? Donc, c'est autant de questions qu'il faut se poser et que je vous retrouverai dans le mémo que je vous présenterai à la fin. Et sur le troisième point, donc la stratégie, la compétitivité à long terme, bien entendu, lorsque je sous-traite ou pas, je dois me poser la question du contrôle de mes processus critiques à forte valeur ajoutée. Est-ce que je les garde en interne? En tout cas, quels sont les processus que je veux conserver et de ne pas donner ou confier à un sous-traitant de façon exclusive ou entière, ce qui pourrait amener un risque de perte de compétitivité ou de perte d'innovation dans mon entreprise. Rester compétitif en innovant régulièrement, c'est des choses que je dois détenir et conserver mon avantage concurrentiel. De façon prioritaire, en tout cas préférentielle, il faudrait plutôt que je sous-traite des produits ou des process qui ne sont pas stratégiques pour moi. On dit souvent qu'on priorise des sous-traitances sur des valeurs ajoutées faibles, hein, des choses que beaucoup de gens savent faire. Voilà, donc que ce soit tel fournisseur, le fournisseur A ou B, voilà. Et bien entendu, je peux utiliser la sous-traitance pour investir de nouveaux marchés en étant plus compétitif. C'est ce qui était montré dans le petit exemple. Le mémo que je vous évoquais, vous verrez ça quand vous aurez le support. Il reprend un petit peu, alors quand une commande client rentre en bas à gauche, ben, vous posez un certain nombre de questions pour faire vous-même ou pour sous-traiter. Et le point de pivot, c'est bien identifier ces fournisseurs locaux et fiables. Lorsque je ne suis pas certain d'un certain nombre de questions sur les capacités, sur la rentabilité, sur les dépendances financières, les empreintes, etc., je me pose un certain nombre de questions sur mon sous-traitant. Et j'ai là un petit peu l'exhaustivité des questions qu'il faut que je me pose quand je me pose la problématique de faire ou sous-traiter. Voilà pour cette présentation. J'ai un petit peu accéléré à la fin puisqu'il faut essayer de tenir le timing. Je vous propose, bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez scanner le code et vous aurez ça sur le support, le QR code. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. De façon, je peux vous offrir une session stratégique d'1 heure où on peut discuter sur vos problématiques que vous souhaitez aborder, qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder ici. N'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos auprès d'Antoine Audouin, il m'a confirmé qu'il était disponible éventuellement pour vous échanger sur un certain nombre d'expériences qu'il a là-dessus. Vous pouvez me contacter. Je vous donnerai son numéro de téléphone si vous le souhaitez. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que Merci. vous avez Merci, retiré Vincent. un maximum d'informations sur cette présentation. Je vous rends la main. Merci, Vincent. Pardon. Donc, nous l'avons vu.
nous arrivons donc enfin, nous sommes parfois dans une situation où nous devons chercher un fournisseur si nous avons pris la décision d'acheter ou de sous-traiter. Et donc, nous, pardon, je suis désolé, mais je ne vois pas Françoise Restif. Françoise. Oui, oui, je suis là. Oui, bah, écoutez, c'était simplement pour vous passer la parole. Pouvez-vous allumer votre caméra, s'il vous plaît? Alors, elle est allumée normalement. Ah, je ne vous voyais pas, pardon. C'est bon? Eh bien, donc, je vous Je- propose là donc de présenter le nouveau programme régional Relocalisons, donc sur les relocalisons localement nos achats. Oui, C'est un programme régional donc, qui est porté par une collectivité publique hein, qui est soucieuse à la fois de développement économique et d'aménagement du territoire. Mais vous allez nous expliquer, et on va bien comprendre, il y a des points, hein, le coût de détention complet, il y a des choses là qui vont se recouper avec ce que nous a dit Monsieur Loubière. Donc, oui, je vous en tout, prie, tout allez-y. à fait. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, Françoise Rétif, je suis chef de mission relocalisation et transition écologique à Bretagne Développement Innovation. Donc, on est l'agence de développement économique de la région Bretagne, qui est notre principal financeur et qui définit notre plan d'action. Et donc, en effet, voilà, ce que je vais vous présenter rejoint ce qui vient d'être présenté par Monsieur Loubière, hein, notamment sur les questions à se poser lorsqu'on fait appel à de la sous-traitance, à de l'achat, pour aussi choisir quel fournisseur est le plus adapté. Donc, tout d'abord, hein, quelques mots sur le projet de relocalisation par les achats. Dans le cadre de notre plan d'action pour la relocalisation en Bretagne, on priorise le sujet des achats plutôt que la relocalisation d'activités, hein, même si c'est un vrai sujet, implantation, diversification. Mais on se dit qu'en s'appuyant tout d'abord sur les achats des entreprises et en favorisant l'achat de produits ou de services en local, ça nous permet de répondre à des enjeux tels que la souveraineté, la création d'emplois, de solidarité, la soutenabilité environnementale, et qu'il y a déjà un certain nombre d'actions réalisées en Bretagne sur le sujet des achats locaux, notamment auprès des consommateurs avec produits en Bretagne ou au sein des collectivités hein, qui ont des obligations en termes de définition de stratégie d'achat responsable. Et donc, nous, on veut travailler sur les achats des entreprises, puisqu'on considère que ça a un certain nombre d'avantages pour le territoire, tels que la création d'activités et d'emplois, la réduction des impacts hein, environnementaux et sociaux, la création de liens, de coopération et donc d'innovation, le sujet des compétences et puis le sujet de résilience hein, du territoire et des acteurs. On a bien vu lors des crises sanitaires, géopolitiques, que le sujet des approvisionnements est un sujet essentiel pour les entreprises et que dépendre d'un fournisseur qui est basé à l'autre bout du monde, avec lequel on a peu de liens au quotidien, peut mettre des entreprises en grande difficulté. Concernant justement l'impact hein, économique des achats, donc là, c'est quelques chiffres hein, issus d'une expérimentation qu'on a réalisée il y a 1 an et demi et qui rejoignent l'étude Reloc qui avait été réalisée maintenant il y a 3 ans, à l'initiative de Produits en Bretagne avec le MEDEF, Crédit Mutuel Arkea et la région. Et donc, on a estimé que si chaque entreprise relocalise 10% de ses achats, achats de produits et achats de services, donc 3% en Bretagne, 7% en France, puisque bien entendu, on ne peut pas tout avoir en Bretagne. On a plus de 5 milliards d'euros de valeur ajoutée générée dans la région et 70 000 emplois. On a également 8,5 milliards d'euros de valeur ajoutée en France et 118 000 emplois. Et puis, on a également un très fort impact au niveau mondial en termes de valeur environnementale non détruite et de tonnes de gaz à effet de serre évitées, puisque acheter localement, en tout cas acheter en France, ça permet de réduire son impact environnemental et carbone dans la plupart des cas, hein, à cause par exemple du transport, hein, mais ça peut être aussi du mix énergétique.
Voilà, et bien entendu, hein, ça nécessite aussi une évaluation. Donc pour l'entreprise, on a aussi listé un certain nombre de bénéfices, donc notamment avec le Conseil national des achats, qu'un de nos partenaires et qui regroupe des acheteurs publics et privés. Travailler en local pour une entreprise, ça permet de créer des liens plus étroits avec le fournisseur, ça a été évoqué tout à l'heure, et donc de pouvoir faire plus facilement de l'innovation, de la coopération, voilà, réfléchir au partage de la valeur ajoutée également. Ça peut permettre de mettre en œuvre la démarche RSE à travers le pilier territoire et le pilier achat responsable, et d'anticiper les futures réglementations comme la CSRD, auxquelles les grandes entreprises vont être soumises tout d'abord, mais aussi ensuite les plus petites entreprises, et puis leurs sous-traitants aussi par ricochet, puisqu'ils devront renseigner des rapports en termes d'impact, ce qui peut aussi être le cas sur le reporting extra-financier de manière générale, notamment à la demande, par exemple, de financeurs. Donc, on a parlé de la réduction de l'empreinte carbone aussi, bien entendu, la sécurisation des approvisionnements, le fait de pouvoir voilà, avoir des livraisons plus facilement lorsqu'on a des surcharges ponctuelles et plus rapidement, être un peu plus en flux tendu, donc gagner en flexibilité, en réactivité. Et puis, ça permet aussi de créer du lien en local avec les autres entreprises, avec le territoire, de participer à la réindustrialisation, à la dynamisation de l'écosystème. Et on ne l'a pas mis aussi ici, mais ça permet aussi, par exemple, d'avoir une marque employeur dynamique qui permet d'attirer des compétences. On sait que c'est un sujet aussi au sein du monde industriel. Et donc, comme Pierre l'a évoqué, on a mis en place un plan d'action pour inciter les entreprises à relocaliser leurs achats. Donc, c'est un plan d'action qui est piloté par la région Bretagne, donc par Loïc Henaf en tant que conseiller régional en charge des relocalisations du fret et de la logistique, qui est animé, coordonné par Bretagne Développement Innovation. Et on travaille avec les principales structures représentatives des entreprises, comme le MEDEF, l'UMM, la BEA, la FFB, Produits en Bretagne, les CCI, avec également Bretagne Compétitivité, mais aussi Bretagne Commerce International et les conseillers du commerce extérieur de la France en Bretagne, puisqu'on a bien conscience qu'on ne peut pas tout acheter en Bretagne ou en France, et que le plus important, c'est vraiment de raccourcir la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça peut, voilà, le lieu de sourcing peut aussi être l'Europe. Et dans ce cas-là, voilà, on peut mobiliser ses partenaires. Et comme je vous le disais, on travaille aussi avec le Conseil national des achats et les représentations de l'État en région. Notre plan d'action, il est concentré sur 3 axes. Le premier, c'est la sensibilisation des dirigeants, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la question justement du choix de faire ou faire faire, acheter et où acheter est une question stratégique. Donc, c'est bien aux dirigeants de définir une stratégie, des priorités qui permettent ensuite aux acheteurs de pouvoir travailler au sourcing et au choix du fournisseur selon des critères assez clairs. Donc pour ça, on communique sur la démarche. Voilà, je remercie Brezfab de l'opportunité d'en parler aujourd'hui. On a donc notre site internet, on a on a un compte LinkedIn, une playlist YouTube. On intervient lors d'événements organisés par des partenaires ou qu'on organise nous-mêmes. On met à disposition des outils sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, des outils simples de sensibilisation. Et puis le deuxième axe, c'est la création de nouvelles relations acheteurs-fournisseurs.
Donc, en effet, il y a un certain nombre d'outils en ligne qui peuvent aider à identifier des fournisseurs locaux. On peut, nous aussi, accompagner les entreprises à travers les bases de données qu'on a et puis à travers aussi le réseau, puisque parfois, c'est la connaissance interpersonnelle qui permet d'identifier des compétences, des produits ou des services qui peuvent être fournis par des entreprises locales. On a également voilà, la volonté de mettre en lien les entreprises du territoire, notamment lors d'événements ou de B2B, et ce qu'on a appelé soutenir les nouvelles façons d'acheter. Donc, tous les sujets de mutualisation, de coopération, mais aussi les sujets en lien, par exemple, avec le réemploi ou l'économie circulaire. Et puis, le troisième axe, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la relocalisation d'activités. Donc, ça, c'est par exemple repérer les besoins sur une chaîne de valeur, sur un secteur. Voilà, on sait par exemple qu'il y a besoin de compétences sur tel ou tel métier. Et si le besoin est assez important, on peut travailler à attirer des entreprises pour s'implanter ou aussi mobiliser des entreprises locales pour se diversifier. Et puis, il y a un accompagnement à la relocalisation, que ça peut être par exemple sur la partie financière ou sur la partie recherche de foncier ou de compétences. De la même façon, les partenaires peuvent se mobiliser. Alors, comment relocaliser les achats? Donc, on a identifié 5 étapes. Alors, on vous enverra après le webinaire la présentation de ces étapes avec une petite vidéo justement qui explique ça et les différents outils et services qu'on met à disposition. Donc, bien entendu, la première étape, c'est de mobiliser en interne, identifier les personnes clés pour travailler sur la stratégie d'achat et re-questionner la stratégie en cours ou définir une nouvelle stratégie d'achat. Donc, l'acheteur ne peut pas le faire tout seul, il faut qu'il fasse en effet avec le dirigeant de l'entreprise, le ou la responsable RSE transformation lorsqu'il y en a, la personne qui s'occupe de la logistique, responsable industriel. En tout cas, voilà, mobiliser un groupe de personnes au sein de l'entreprise, puis cartographier les achats. Donc là, l'idée, c'est vraiment de savoir d'où on part. Donc nous, on met à disposition ce qu'on appelle l'indice breton de l'achat local, qui est un petit outil que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, puisqu'il s'inspire d'un outil de calcul de l'achat local qui est intégré dans la charte industrielle engagée pour mon territoire de l'UMM. Et donc, en fait, ça permet juste, en regardant à travers les outils de la comptabilité sur un an, quelle est la part des achats qui ont été réalisés en Bretagne, en France, en Europe et à l'international, pour se questionner sur pourquoi est-ce que tel ou tel achat, je le fais en local, pourquoi d'autres, je le fais ailleurs, est-ce que ça peut être relocalisé ou non. Voilà, c'est une première étape. Et ça permet aussi de faire un suivi dans le temps. C'est pas obligatoirement un outil de comparaison avec d'autres entreprises et surtout entre secteurs, puisqu'en effet, ça dépend des contraintes, ça dépend du positionnement marché, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Donc, la troisième étape, lorsqu'on a cartographié les achats, c'est de définir les achats prioritaires pour les relocaliser. Donc, ça peut être, par exemple, des achats pour lesquels il faut relancer une consultation, tout simplement. Ça peut être des achats sur lesquels on a un fort impact environnemental et ce serait intéressant de les relocaliser, ou des achats tout simplement sur lesquels on a des soucis avec les fournisseurs actuels. Ça peut aussi être des plus petits achats sur lesquels c'est peut-être plus facile de trouver des fournisseurs locaux ou les achats de services pour aussi engager la démarche. Ça dépend vraiment des priorités de l'entreprise, pourquoi elle veut relocaliser ses achats, et puis également des ressources qu'elle peut y affecter. Toutes les entreprises n'ont pas un service achat étoffé. Parfois, c'est le dirigeant de l'entreprise ou le responsable industriel ou logistique qui le fait. Donc, il faut aussi prioriser et adapter la stratégie et le plan d'action.
Voilà. Et sur la partie recherche des alternatives locales, je le disais, on peut aussi aider les entreprises sur ce sujet-là. Alors, nous, on n'est pas des consultants achats, on peut proposer une première liste. Voilà, et après, c'est à l'entreprise d'aller voir si ça correspond bien à ses besoins et puis aux spécificités aussi requises. Donc, sur le choix des fournisseurs, on l'a évoqué tout à l'heure, en effet, il faut le plus possible utiliser la méthode du coût complet, le TCO, pour intégrer l'ensemble des coûts. Donc, on prévoit de mettre en place des formations l'année prochaine, justement, pour les entreprises, pour voilà, qu'elles puissent mieux comprendre de quoi il s'agit, faire le calcul, et puis avoir à nouveau un temps de formation et d'échange. Et puis, bien entendu, la dernière étape, c'est d'organiser la transaction, définir le plan d'action, bien le cadencer, ne pas faire tout en même temps, mais faire un suivi dans la durée. Donc, le projet Relocalisons, c'est donc, je vous le disais, le projet collectif où chaque partenaire s'engage à mettre en place des actions en fonction de ses missions et de ses ressources. Donc, mais c'est aussi un site internet sur lequel vous retrouverez donc l'indice breton de l'achat local, mais aussi plein d'autres informations. Donc, des vidéos, des exemples, des retours d'expérience d'autres entreprises, le lien vers la chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez aussi des témoignages ou des prises de parole, des présentations. Des webinaires aussi, on en avait organisé un il y a 2 semaines sur relocaliser les achats pour décarboner l'activité. La présentation des chartes, voilà, des informations aussi, par exemple, sur les dispositifs d'accompagnement, que ça peut être des accompagnements par un prestataire, comme ça peut être le cas en début d'année dans le cadre du dispositif collectif Brest-Fab sur les achats responsables, mais aussi des dispositifs d'accompagnement financier, par exemple, de la région, et puis des événements d'information et de mise en relation. Voilà, donc on vous enverra également donc, le lien vers le site internet et mes coordonnées. Merci Françoise pour Merci. cette intervention. Je voulais, nous ne sommes pas très en avance, mais je vous épargnerai pas une petite anecdote. Il y a très longtemps que j'accompagne des entreprises et il y a quelques années, il y avait une entreprise de la région de Saint-Brieuc qui faisait sous-traiter en, en Roumanie en gros, pour aller vite, des bâtis mécano soudés. Et donc, ils ont pris le temps de faire ce calcul parce qu'évidemment, il y avait des problèmes de qualité, il y avait des soucis. Et donc, nous avons trouvé un sous-traitant qui pouvait faire les choses quand on avait fait le total cost dans la région de Brest. Donc, c'était assez marrant pour moi d'envoyer quelqu'un encore un petit peu plus à l'ouest alors que traditionnellement, ces bâtis mécano-soudés étaient vendus en France, mais pas en Bretagne. Donc, le coût de fabrication, tel qu'on a pu l'aborder, il était plus faible et surtout, bon, c'était quand même plus simple pour l'entreprise d'aller faire sous-traiter à côté de Brest plutôt que d'aller faire sous-traiter en Roumanie pour un écart de prix qui, sur le papier, était de l'ordre de quelques pourcents, quoi. Donc, simplement pour dire, moi qui m'occupe aussi d'aménagement du territoire, qui me suis beaucoup préoccupé d'aménagement du territoire, qu'il n'y a pas de territoire maudit. Donc, merci. Merci. Et donc, je vous passe là, le dernier, le dernier slide, simplement pour vous donner un rendez-vous, pour vous donner rendez-vous lors de nos prochaines animations. Est-ce que vous voyez? Pas encore. Quelqu'un peut-il me répondre? Non, on ne voit pas, Pierre. Ah, bon, alors ça se partage pas bien. Et là? Oui, on voit. Donc,
Simplement, donc là, nous sommes le 10 octobre. Notre prochaine animation BressFab, c'est l'Open de l'industrie. Vous le savez, c'est la fête de l'industrie. Donc, je vous invite le 22 octobre à nous rejoindre, à vous inscrire d'abord pour rejoindre l'Open de l'industrie. C'est une journée incontournable qui va vous permettre à la fois de développer du business de proximité, de prendre du recul sur vos activités. Il y a des conférences, il y a des ateliers, et puis de créer du lien et de fédérer la communauté industrielle bretonne. Donc, je vais vous adresser le PDF là, de ce document. Vous avez un lien directement, vous cliquez dans Je m'inscris et en 30 secondes, ça va être fait. Faites-le, vous verrez. C'est très, très intéressant et notamment, vous allez rencontrer des industriels, vous allez pouvoir vous inscrire à des B2B et vous allez développer votre business de proximité. Je souhaitais pointer surtout cet aspect-là qui est dans le thème donc, de ce matin. Merci à tous. Merci à tous et puis donc à bientôt à l'Open de l'industrie et nous aurons ensuite une rencontre. Alors j'ai perdu mon. Nous aurons une rencontre donc marché le 7 novembre chez Quedic Madoret à Plémé. Merci, bonne journée. Vous allez recevoir tout cela là, d'ici la fin de la semaine et puis donc au 22 octobre. Merci à tous. Parfait, merci Pierre. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Et merci Au aux revoir. intervenants. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Vincent, vous pouvez rester un instant, s'il vous plaît? Oui.